Les embouteillages et tout le monde qui veut arriver tôt, bien sûr, à l'école et aussi au travail. Nous allons beaucoup parler donc de ce dispositif qui a été mis en place par la DGSN. Également, nous aurons le plaisir aussi de parler d'une rencontre culturelle, bien colorée avec ce festival, 13e édition du Festival international de danse contemporaine. Ça s'est passé au TNA. Nous aurons la coordinatrice sur notre plateau pour nous parler, bien sûr, de ce bel événement qui a donc duré quelques jours. En tout cas, ça a commencé le 22, ça a commencé le 18 et ça se termine aujourd'hui. Nous allons beaucoup en parler et surtout voir un petit peu tout ce qui a été dit, ce qui a été fait, surtout beaucoup de jeunes qui ont pris part à cette belle initiative, un bel événement. Nous aurons également Samira Hadjamar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur une belle rencontre qui a eu lieu jeudi dernier, une rencontre sur la protection du patrimoine arabe, une belle réunion qui va en tout cas intéresser tous ceux qui sont soucieux de notre patrimoine. Elle sera là pour nous expliquer un plus dans le détail tout ce qui a eu lieu donc durant cette rencontre. Yazid également dans sa rubrique So, il reviendra évidemment sur toutes les rencontres culturelles, notamment le cinéma, les rencontres cinéma. Il sera là pour nous donner ses grandes lignes. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, notamment jusqu'à 9h30, avec toute l'équipe qui est là pour vous servir. On va commencer par les nouvelles du ciel. Bien sûr, c'est important de savoir quel temps il fera avant de sortir de chez vous. Pour ceux qui sont sortis déjà, ils ont peut-être vu la météo d'hier de Amel le soir. En tout cas, elle est là pour nous donner les nouvelles du ciel. C'est tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ah bah très bien, merci. Deuxième jour de la rentrée? Ah oui. Ah bonjour d'Algérie. Hein. Exactement. Pour le reste, c'est vrai que les enfants étaient contents. On a vu des tabliers roses, bleus. Oui, blancs aussi. Ouais, blancs. Ils étaient contents les enfants de rentrer à l'école. Oui. On les a vus sur la route en train de marcher, tout contents avec leurs habits. Voilà, les parents aussi. Bah oui. Voilà, donc hier, vous nous aviez annoncé les pluies. Heureusement. Il y a eu quelques petits orages, quelques petits éclairs éparses comme ça le soir. Même pour aujourd'hui. À partir de 20h, 19h, ça a commencé? Un peu plus, je pense. Un peu plus? Un peu plus. Non, oui, un peu plus. Voilà. Oui. Mais on a eu quelques pluies quand même. Hein. Légères. Très légères, mais bon. Ouais. Bon. Ça a nettoyé un peu. Ça va continuer? Ah oui, pour aujourd'hui encore. Ouais. Merci Mémé. Parfait. Allez. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, le retour des pluies, et oui, mais plus vers l'intérieur et les hauts plateaux. Météo Algérie a émis une vigilance jaune concernant des pluies localement assez marquées et même parfois accompagnées de chutes de grêle. Et oui, sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures et les hauts plateaux, d'ouest en est. Par contre, près des côtes, eh bien, on aura un ciel souvent nuageux à voiler et pré-orageux qui peuvent donner quelques pluies et quelques averses orageuses sur pratiquement l'ensemble des côtes. La moitié sud, eh bien, on aura également des orages vers le Bécharoua, le Nord Sahara, l'extrême sud, le Égale, le Tassili. Par contre, on peut avoir quelques pluies par endroit vers le Bécharoua et le Nord Sahara. Par contre, partout ailleurs, eh bien, le soleil sera au rendez-vous avec des monts de sable, cette fois-ci seulement vers le sud-ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, Météo Algérie prévoit un maximum de 34 degrés du côté de Relizane et Chlef, 30 degrés à Alger, Tizi Ouzou également, 32 Oran, Tlemcen, Annaba, 28 à Batna, 24 le minimum à Al-Bayad, 26 à Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 35 degrés Tamanrasset, Janet et Béchar, 36 à Gardaya, 37 à Ouargla, 38 à Elizi, 41 degrés Tindouf, 40 à Adrar, Insalah, Timimoun et Borj Bedjimourtar avec 43 degrés et 42 degrés à Ingezem. Eh bien, la mer aujourd'hui se montrera plutôt calme, un peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, des vents faibles jusqu'à 30 km/h et les vents seront variables sur les côtes centre et est et sud-ouest sur les côtes ouest. Et bien sûr, on termine ce but avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h44. Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Donc, on va avoir une température de saison. Mais toujours Ouais. 30 degrés, c'est-à-dire... Et beaucoup d'humidité. Oui, surtout. On va encore supporter. Eh oui, on n'a pas le choix. C'est Vivement l'hiver. C'est un climat méditerranéen. Allez. Ah oui, oui. Ah, franchement, oui. Pour Moi, certains. j'attends. Il y en a qui préfèrent l'été, mais Ah, chacun non. sa saison. Hein. Moi, j'attends l'hiver avec impatience. Bon, on attendra. Ça va vite passer, vous allez voir. ouais, Hein. ouais. On va se rendre compte que finalement, les jours passent très vite. Ouais. Ben, en tout cas, on te souhaite une bonne journée, Amel. Merci, Ahmed, toi aussi. Merci. Alors, et puis, bien sûr, on continuera à présenter le programme, bien sûr, avec tous nos invités, les rubriques. Et puis, bien entendu, tout à l'heure, à midi et 19h, on vous 19h. retrouvera avec grand plaisir Merci, pour Ahmed. d'autres nouvelles du ciel. Et puis, on vous laisse repartir en musique. Comme d'habitude, avec Comme d'habitude. plaisir. Allez, je vais pas encore continuer dans pas de les devinettes. Cette fois-ci, c'est Shamsou du groupe Freakland qui nous chante Tin Hinen. On se les rythmes, en tout cas, on aime beaucoup cette chanson donc de Shamsou Freakland, beaucoup d'ambiance. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui donc de santé. Encore une fois, on parle de la rentrée scolaire. C'est très important de donner toutes les conditions nécessaires pour une bonne rentrée scolaire et tout en santé, bien sûr, en bonne santé. Ça a été donc décrété une semaine destinée à la santé avec des rencontres, des séminaires et surtout les médecins sont là pour que ces enfants soient bien pris en charge. Pour le moment, nous avons sur notre plateau un chirurgien dentiste qui va nous parler justement de cette rentrée scolaire sous l'égide de la santé. Il s'agit de Monsieur Tahar Taibi. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Aïsselmek, vous êtes donc chargé du programme de la santé bucco-dentaire au niveau scolaire. Vous chapeautez les UDS, vous me l'avez dit justement. Ben oui. Et donc c'est important donc, de parler donc, de la santé Oui. et surtout à l'ouverture donc, de la saison, de la rencontre, plutôt de la rentrée La scolaire, rentrée scolaire, oui, oui. 2025-2026. Ben, je vous remercie d'abord pour l'invitation et surtout le choix du thème qui s'impose de lui-même Tout à fait. avec la rentrée scolaire, donc, qui est placé d'ailleurs sous le thème d'une rentrée, d'une année scolaire saine, c'est-à-dire que nos enfants, sans bonne santé, ils ne peuvent pas suivre Voilà. ou bien avoir un cursus normal ou correct. Donc, le choix de cette semaine s'est imposé de lui-même et différents thèmes ont été élaborés en concertation entre les deux ministères concernés, la Ministère santé et d'éducation l'éducation. nationale et la santé. Voilà, donc les différents thèmes, c'est surtout pour ancrer
dans la société déjà, et chez les élèves pareillement, une culture de l'hygiène et de la prévention, parce que sans prévention, beaucoup de problèmes peuvent surgir et ils peuvent engendrer des anomalies qui pourraient... Tout à fait. De toute façon, ça a toujours été comme ça. La première semaine est une semaine charnière. Ça permet aussi de poser un diagnostic sur les élèves, que ce soit au niveau du niveau scolaire, du niveau des élèves, et aussi de la santé. La vision donc, de l'enfant, ça peut perturber l'audition également, le comportement aussi de l'enfant. Tout ça doit être vu et surveillé par les enseignants. Oui. Donc, bon, je vais vous essayer de vous donner un petit aperçu sur les activités qui sont dévolues d'abord au programme de santé scolaire, qui est un programme très ambitieux déjà. Il porte sur les 3 volets, le volet santé physique, médicale, de santé bucco-dentaire et santé mentale ou psychologique. Tout à fait. Donc les 3 volets sont suivis de manière régulière par les équipes concernées, les équipes des UDS, qui, bon, d'abord, pour commencer, il y a à chaque début d'année scolaire, chaque rentrée scolaire, le ministère de la Santé confectionne une note ou une instruction qui est transmise au DSP, aux directions de wilaya, où sont énumérées et résumées toutes les missions qui sont dévolues ou les objectifs à atteindre par les équipes de santé scolaire, à savoir d'abord, et ça a commencé déjà, les visites de contrôle d'hygiène et de salubrité, parce que il faut assurer... la thématique qui était donc donnée pour les petites classes, on va dire, le primaire. C'était l'hygiène, l'alimentation, le petit déjeuner. C'est le thème choisi pour, pour les plus petits. Donc, la première activité déjà du programme, c'est juste avant la rentrée scolaire, parce que ça a déjà commencé, les visites de contrôle d'hygiène et de salubrité qui portent sur tous les thèmes afférents à la rentrée scolaire, y compris les sanitaires, les cantines scolaires, les classes, les points d'eau, l'aération, c'est-à-dire tout. Il faut assurer à l'enfant le meilleur environnement possible pour une scolarité correcte et normale. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les visites de dépistage que tout le monde connaît. C'est la visite médicale systématique assurée par les médecins. Là, je parle du volet médical. Tout à fait. Après, on pourra passer au volet dentaire. Donc, c'est les visites médicales assurées aux enfants scolarisés. Les médecins passent dans les écoles ou bien les élèves vont aux UDS pour être bien pris en charge. Et puis, s'il y a une affection qui est dépistée ou rencontrée, l'enfant est orienté. L'enfant est orienté chez un spécialiste ou au niveau de l'UDS, ça dépend du cas et de la pathologie dépistée ou à laquelle on a pensé, parce qu'il faut s'assurer aussi que c'est vraiment ça. Donc, le meilleur diagnostic ne peut être fait que par un spécialiste. Tout à fait. Donc après le suivi, il y a le retour d'information, c'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire que le médecin de l'UDS est toujours au courant de l'évolution et du suivi de cet enfant. Le troisième volet, on a dit, c'est la vaccination, et là c'est un point super. On s'en rappelle, on a tous vécu cela quand on était petit. On avait un petit peu peur, mais en même temps, c'était assez une occupation aussi. C'était une occupation, et surtout, la vaccination, elle confère à la population une immunité individuelle et collective. Là, par exemple, je vais vous donner un chiffre. L'année passée, le taux de vaccination il est de 98%. Pratiquement, il avoisine les 100%, ce qui veut dire que c'est une super bonne couverture. Tout à fait. Et puis, il y a toujours les rappels qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous vaccinez votre enfant, il faut absolument respecter les vaccinations, les rappels. De toutes les manières, les médecins de santé scolaire, et c'est là, c'est-à-dire... Surtout les maladies infantiles. Les maladies infantiles, les maladies à déclaration obligatoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ont été éradiquées et grâce à la vaccination.
vaccination, il faut toujours le répéter. Tout à fait. Donc, il y a des classes qui sont ciblées par ce programme de vaccination et qui correspondent exactement, je vais vous donner lesquelles, exactement au PEV, c'est-à-dire au Programme national de vaccination. Très bien. Voilà. Donc, il y a les classes de première année primaire, qui correspondent à l'âge de 6 ans et qui correspondent exactement au Pour respecter calendrier. le Voilà. calendrier vaccinal. Exactement, le calendrier vaccinal, c'est-à-dire les classes qui sont ciblées, elles correspondent, elles ont été calquées par rapport au calendrier vaccinal. Et puis, il y a la première année moyenne, qui correspond à l'âge de 11 ans à peu près, et puis la première année secondaire. Donc, c'est pas difficile de s'en rappeler parce que première et première. D'accord, Voilà, c'est pas difficile. Et puis, un enfant qui n'a pas été vacciné, par exemple, cette année, pour une raison X, il doit être rattrapé l'année d'après. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne va pas échapper, on n'a pas le droit de laisser échapper un enfant. Donc il y a absolument, il doit y avoir le suivi. Exactement. Voilà. Et le médecin de santé scolaire, il doit s'inquiéter pour que cette vaccination soit faite, soit assurée de manière correcte et à 100% si possible. Tout à fait. De préférence. Parfait. Le quatrième point, et là on arrive à la semaine, le quatrième point c'est surtout, il porte sur l'éducation sanitaire. Et là c'est un point très très important. C'est-à-dire que les enfants scolarisés, ils ont besoin de conseils, de recommandations et qu'on leur inculque les meilleurs gestes pour que leur santé soit préservée, pour préserver à leur santé. Les premiers gestes élémentaires, c'est l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, se laver les mains. Régulièrement, par exemple, il est rentré au sanitaire. Donc il faut qu'ils se lavent les mains. Très tôt, il faut inculquer cette hygiène aux enfants. Voilà. Et puis, le brossage des dents aussi le matin. Y arriver. On va en parler, c'est un chapitre entier. Oui. Donc voilà, les gestes qu'il faut, c'est-à-dire les gestes et les habitudes qu'il doit acquérir et puis pérenniser au courant de son cursus et de sa vie. Et puis, il faut savoir aussi que ces enfants, c'est-à-dire que s'ils sont pris en charge assez tôt, ils peuvent être eux-mêmes vecteurs de ces conseils et de cette éducation sanitaire au niveau de chez leurs parents. Un enfant, parfois c'est lui qui dit à son papa ou à sa maman, je ne suis pas brossé les dents, ce qui veut dire que toi aussi tu ne l'as pas fait. Voilà. C'est de bonnes habitudes. Voilà, c'est des habitudes. Qu'il faut tenir et garder le plus longtemps possible. Et de renforcer parce que les tentations aussi. Se laver les mains régulièrement, parce que l'enfant a tendance à toucher un petit peu à tout, tout l'environnement qui l'entoure, et ça, c'est encore une fois, c'est des vecteurs, c'est des bactéries, c'est des germes, etc., qu'il faut absolument éradiquer dans son environnement proche. Voilà. On a vu surtout que les enfants, très souvent, c'est des gastro-entérites qu'on rencontre au niveau scolaire et qui sont contaminés, qui contaminent leurs camarades. Exactement. Le point aussi, il y a un point essentiel aussi. Bon, on a parlé d'hygiène. Hygiène au niveau des cantines scolaires, ça il faut pas transiger. Il est interdit de fermer les yeux sur un problème qui pourrait toucher à l'hygiène et qui pourrait être source de toxi-infection. Exactement, respecter la chaîne de froid. La chaîne de froid, le personnel doit être bien équipé, avec des toques, avec des gants. Exactement, et puis il y a même des visites systématiques pour ce personnel, parce que c'est à travers lui que les aliments vont passer. Voilà. Donc il n'est pas normal qu'une personne qui travaille dans une cantine scolaire ou qui sert le repas à des enfants ne soit pas en bonne santé, déjà. C'est ça, tout à fait. Le dernier point que je voulais juste rajouter, c'est que les médecins de santé scolaire et le personnel de santé scolaire, quand je dis médecin, c'est le personnel, ils sont impliqués aussi lors des examens de fin d'année. C'est une tâche qui leur incombe aussi à la fin de l'année pour couvrir les centres d'examen. Dans chaque centre, pratiquement, il y a un médecin, il y a une équipe de santé. Il y a une équipe qui est sur place, qui est là pour pallier à tout problème qui pourrait surgir lors de l'examen, lors de l'épreuve, par exemple pour le baccalauréat, lors des 7 jours. Le stress, l'asthénie, la fatigue. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil. Donc tous ces facteurs doivent être pris en charge et pris en considération, d'où un maillage de tous les centres par
par une équipe de santé scolaire Tout à qui fait. veille au grain. Voilà. Tout à fait. Alors, l'hygiène bucco-dentaire, on Alors, y arrive. Ça, c'est le sujet bien qui sûr. vous passionne, j'imagine, le plus, puisque vous êtes chirurgien dentiste. Oui. Alors, tout passe par l'hygiène bucco-dentaire, c'est très important. Une infection peut engendrer Ah oui. différentes pathologies. Exactement. Par la suite, une dent mal soignée peut être vraiment source d'une d'endocardite, de problèmes, Tout à fait. cardiaques, Cardiaque, de tout à fait. de problèmes circulatoires, de problèmes du VIH, problèmes articulaires aussi, parce que c'est une infection qui peut passer, c'est-à-dire c'est un germe qui peut passer dans le sang, et puis voilà, donc Tout à fait, tout à fait. arriver dans un organe. Et c'est là où vous décelez aussi d'autres pathologies, des Exactement. anémies, les dents qui tombent aussi. Exactement. Bien que, bon, si c'est des petits-enfants, c'est des dents de lait, donc il n'y a pas de souci, hein, il y aura... Mais bon, le programme de santé bucco-dentaire aussi, il ne manque pas d'ambition. Et puis, il y a des classes qui sont ciblées. Bon, les préscolaires, première année, le deuxième, au primaire. Et puis la quatrième année, première année moyenne, deuxième année moyenne. Voilà, donc ce programme, les médecins dentistes, parce que là, l'appellation actuelle, c'est D'accord. plus dentiste, c'est médecin dentiste. D'accord. Voilà. Donc ces médecins dentistes, ils sont chargés de dépister, d'aller à l'encontre de ces enfants, faire la visite et puis de les convoquer soit dans le cabinet, si l'UDS dispose d'un cabinet dentaire et du matériel qui suit, sinon ils sont transmis aux EPSP au niveau des polycliniques et des centres. Plusieurs pathologies, on peut déceler plusieurs pathologies, bien ne sûr. serait-ce que l'orienter chez un orthodontiste, par Exactement, exemple, les, voilà, les pathologies voilà, les dents qui orthodontiques, avancent, oui, c'est ce qu'on appelle l'ODF. oui, chez les EDF. Voilà. Ou bien quand c'est un problème qui touche au parodonte ou à la gencive, donc il est orienté. Un enfant chez qui le articule paro. mal ou Bien qui sûr. prononce mal, on peut aussi l'orienter. Bien sûr, on peut l'orienter. L'enfant qui a un frein aussi. Exactement. Tout ça, on doit être Frénectomie, pris. oui, exactement. Voilà. C'est décelé chez vous, justement? Ah, bien sûr. Bien D'accord. sûr. Non, tous ces problèmes, ils sont suivis, ils sont décelés. Et le programme d'ailleurs, un des objectifs du programme de santé bucco-dentaire, c'est diminuer la carie dentaire, parce que c'est vraiment un fléau, et un fléau, on pourra dire même que c'est mondial, un fléau qui touche pratiquement toutes les populations, surtout les populations qui n'ont pas, où l'accès aux soins n'est pas vraiment assuré. Bon, chez nous, alhamdoulilah, il y a vraiment peu de cas. c'est pas peu de cas, il y a des caries, mais il y a les moyens pour y pallier. Pour les soigner. Bien sûr, bon, Les enfants qui ont peur du dentiste, vous faites quoi pour justement les habituer? Il faut beaucoup de psychologie. Beaucoup de psychologie? Oui, bon, moi personnellement, j'ai travaillé par exemple au privé, j'ai travaillé à l'hôpital, puis au privé, puis là, je suis retourné avec les UDS. Donc, quand j'étais au privé, j'ai essayé de les amadouer au maximum parce que sinon il n'ouvrira jamais sa bouche. Donc, jamais. Vous n'aurez jamais accès Voilà, à la moindre carie, donc vous ne pourrez rien faire. Donc il vaut mieux être assez psychologue et assez doux aussi. Et éviter qu'ils mangent trop de bonbons. Exactement. Sans se laver les dents surtout. Surtout inculquer par exemple sans se brosser les dents. C'est-à-dire, ce que je voulais vous dire, on a parlé du volet médical, et là pour le volet dentaire, il y a le dépistage, puis la prise en charge et aussi l'éducation sanitaire. Ce que je voulais vous dire et dire et insister sur ça justement. C'est qu'il y a des séances d'éducation sanitaire spéciale dentiste. D'accord. Et elles consistent en deux phases, si vous voulez. Il y a la phase théorique, c'est-à-dire le dentiste ou la dentiste passe dans l'école et démontre, c'est-à-dire montre aux élèves la manière de se brosser, parce qu'il y a des manières aussi, parce qu'il y a une autre manière qui pourrait être néfaste. Par exemple, aller de l'émail vers la gencive, c'est pas bien, alors qu'il faut faire le contraire. Il faut toujours du rouge vers le blanc. Voilà. D'accord. Voilà, du rose vers le blanc. De la gencive vers l'émail, et pas le contraire, sinon on déchausse la dent. D'accord. Il y a le sens. Donc, et puis choisir sa bonne brosse à dents. Bonne brosse à dents, pour les enfants, adaptée. Voilà. Donc là, ce sont les séances théoriques. Et puis il y a les séances pratiques. Ce qui veut dire que le dentiste passe avec les élèves au lavabo et
il y a une séance pratique, c'est-à-dire les élèves, ils sont invités à se brosser les dents. Donc, et ça sera peut-être un amusement, ils vont retenir un peu plus. Voilà, c'est ludique, il y a un amusement, ça rigole, mais il y a aussi les habitudes qui sont inculquées et qui vont s'ancrer dans l'imaginaire. C'est tout un processus. On leur achète des brosses à dents avec bien sûr leur petit, je sais pas, personnage fétiche, les dentifrices aussi qui ont du goût. Peut-être aussi leur donner envie de se brosser les dents. Oui, ça. C'est ça. Ça vient avec. Ben oui, ça vient avec. C'est le meilleur, c'est-à-dire de toutes les manières, c'est le meilleur, c'est le gage d'une bonne dentition et puis d'un enfant qui sera en bonne santé et d'un adulte. Voilà. C'est ça. Et pour les plus grands, est-ce que justement on parle aussi de santé bucco-dentaire? Bien sûr. Voilà, au lycée. Au niveau du lycée, bah oui, il y a des séances. De toutes les manières, les séances d'éducation sanitaire, elles sont destinées à tous les enfants, même ceux qui ne sont pas cibles du programme. Parce que je voulais vous dire que cible, c'est-à-dire ce sont les classes où les médecins de dentistes sont obligés de passer. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de les voir. Les autres, c'est facultatif, mais ils ont été soit déjà vus, soit ils vont être vus ultérieurement. Ils ne vont jamais échapper à une visite du dentiste. Très bien. Et puis, bon, il y aura aussi le programme au niveau de l'université, la santé universitaire. Ça continue. Voilà. Donc, l'enfant ou le jeune enfant n'échappe pas au suivi médical. Et il faut qu'il respecte lui aussi. Bien sûr. Plus grand. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci pour tous ces conseils. Bon courage à vous, parce que vous avez toute une semaine consacrée à la santé, et puis même tout au long de l'année, puisque vous chapeautez justement les UDS. En tout cas, bon courage à toutes vos équipes de santé. Merci infiniment. Voilà, c'est gentil. Restez avec nous. On va se quitter, on va se retrouver dans un tout petit moment, mais tout de suite, on vous invite à suivre tout de suite la boucle donc d'Alger. On se retrouve juste après. Sur notre plateau, on est très content en tout cas de recevoir notre invité qui est donc commissaire divisionnaire de police, Monsieur Rachid Razli. Bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous revoir, de revoir nos chers téléspectatrices et téléspectateurs. C'est très gentil en tout cas de répondre toujours à notre invitation. Et vous me le disiez en coulisses, ça fait plus de 20 ans que vous faites des rentrées scolaires. Oui. Vous n'êtes pas à votre première rentrée scolaire. Tout à fait. Ça s'est bien passé hier? Très bien, alhamdoulilah. Donc il y a une bonne réponse de la part de la population. Parfait. Alors, vous êtes, je rappelle que vous êtes sous-directeur de la sécurité routière. Vous êtes soucieux donc de la bonne rentrée, pas que, puisque vous êtes là sous le thème pour parler tous ensemble pour moins d'accidents. Encore une fois, c'est des routes à gérer, la circulation des automobilistes à gérer, tout cela pour le bien-être aussi de tous et la sécurité de tous. Tout à fait. Donc la DGSN, dans le cadre de la rentrée sociale et scolaire,
à mobiliser tous les moyens humains et matériels dont elle dispose. Nous avons mis en place un dispositif évolutif en fonction de la situation, pour gérer un petit peu la circulation routière et l'ordre public et accompagner nos chers élèves dans leur rentrée scolaire. Donc on a déjà commencé avant la rentrée scolaire à prendre des mesures à travers le signalement des points noirs aux autorités pour remédier à la situation. Et maintenant qu'on est dedans, donc tous les dispositifs sont sur place et nous assurons un accompagnement, une sécurisation optimale pour accompagner nos chers enfants. Voilà. Alors, on peut parler aussi de la saison estivale. Ça a été un petit peu dur. Il y a eu quand même des accidents et des points noirs dans certaines autoroutes peut-être et routes, surtout dans l'urbain, puisque vous êtes chargé, vous, plutôt dans des villes. C'est difficile aussi à voir les statistiques? Non, la saison estivale s'est passée dans de très bonnes conditions, hormis l'accident de Harrach, qui a vraiment bouleversé un petit peu la situation. Mais sinon, l'accidentalité dans son ensemble était très calme. Et également, la saison estivale s'est passée de manière très fluide, à voir la mobilité des citoyens. Et nous avons assuré toute la sécurisation de cette période. Maintenant qu'on est dans la circulation routière, dans la rentrée scolaire, je peux vous donner quelques statistiques au titre de 8 mois. Oui. Nous avons enregistré 13 111 accidents, soit une baisse de 1% par rapport aux 8 mois de l'année dernière. Et ont occasionné 10 132 blessés, avec une baisse de 2%, et des décédés de 872 personnes, soit une augmentation de 5,72%. Donc une augmentation en matière de décès et une baisse en matière d'accidents et de blessés. Donc la situation demeure maîtrisée pour la simple raison que tous les efforts sont concentrés par nos services, bien sûr avec nos collègues de la gendarmerie nationale, justement pour lutter contre les accidents de la circulation routière et assurer toute la prévention et la dissuasion qu'il faut. Et surtout la fluidité, Tout à fait, la circulation, bien sûr le déplacement des personnes entre leur point de travail, leur logement et surtout l'école, c'est très important. Parce qu'en majorité aujourd'hui, pour la plupart, on travaille, donc les parents doivent accompagner les enfants et rejoindre leur lieu de travail. Donc on est conscient de cette mobilité qui va augmenter, donc raison pour laquelle nous avons assuré une grande occupation du terrain à travers le redéploiement de nos effectifs, à travers la multiplication de patrouilles pédestres et motorisées, à travers le placement de patrouilles fixes au niveau des carrefours et intersections, justement pour assurer toute cette fluidité et évoluer en fonction de la physionomie qui est sur terrain. Voilà, essayez aussi d'être souple avec l'automobiliste qui quelquefois a des comportements aussi pas civiques. Non, tout à fait, donc le respect du code de la route il est obligatoire. Toute incivilité est réprimée, c'est tout à fait normal. On va dans la répression en fonction de l'accidentologie, en fonction des risques d'accident. Maintenant, on ne peut pas être tolérant vis-à-vis d'un accident vis-à-vis d'une infraction qui est génératrice d'accident mortel. Donc la répression est là, la prévention est là et la dissuasion est là. Donc on travaille sur le triptyque opérationnel, prévention, dissuasion et répression. Et puis bien sûr, il faut agir rapidement, il faut être sur place. Vous disiez, il y a des équipes pédestres, donc la police aussi, en civil aussi est sur place. Il y a donc des véhicules un petit peu postés sur des carrefours, sur des lieux aussi stratégiques, là où il y a le plus d'embouteillages peut-être. Oui, donc on en a une cartographie de la congestion de la circulation routière. On a une cartographie des points noirs. Donc c'est par rapport à tout ça qu'on étudie nos dispositifs. Par exemple, le dispositif de l'année écoulée n'est pas le même par rapport à cette année. Tout à fait. Donc il y a un retour d'expérience, il y a également des études qui se font, il y a toute une stratégie sécuritaire qui est mise en place. Il y a des ouvertures de nouvelles routes également qui facilitent aussi le déplacement des automobilistes. Mais dans l'ensemble, c'est que la sécurité routière maintenant est devenue un sujet qui constitue une priorité par rapport au pouvoir public. Donc on a cette chance aussi de voir que même les pouvoirs publics maintenant sont vraiment s'investissent et constituent une priorité pour la sécurité routière. Et donc on ne peut que s'engager encore plus. Voilà, bien entendu. Alors les équipes, comment se sont donc passées hier? Est-ce que vous avez fait un bilan sur la journée d'hier par exemple? La journée d'hier était très tranquille. Et d'ailleurs, la chose qui nous marque sur terrain, c'est que lorsqu'on voit les enfants qui sont avec les policiers, donc ils adorent. Donc les enfants, ils nous adorent. Donc on travaille pour eux beaucoup plus. Voilà, très positif. Vous êtes un exemple pour beaucoup d'enfants justement qui veulent se prendre en photo, venir vous
serrer la main, venir vous embrasser en général. Tout à fait. Donc c'est très important pour nous. Voilà, c'est la réussite de la rentrée scolaire et surtout vous êtes là soucieux de cette bonne réussite et cette marche aussi entre l'éducation nationale bien sûr qui accompagne aussi, vous accompagnez bien sûr cette rentrée scolaire. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je ne peux qu'à rajouter que les efforts de la Sûreté nationale continuent à évoluer. Donc je peux vous dire que maintenant en matière de délai routier, nous avons enregistré 66 364 infractions, une augmentation de 3% par rapport aux 8 mois de l'année passée. Les infractions de coordination 21 230, soit une augmentation de 23% par rapport aux 8 mois de l'année passée. Les mises en fourrière de 24 132, une augmentation de 7%. Les immobilisations, une augmentation de 2%. Les amendes forfaitaires, nous avons enregistré 1 112 516. 1 111 634. Soit une augmentation de 2%. Donc c'est pour vous dire qu'on fait un travail sur terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prévention, de dissuasion et de répression. Tout le monde sait qu'on est en train de lutter contre les incivilités, parce que maintenant on a dépassé le cadre du code de la route, on s'inscrit dans des incivilités, et croyez-moi qu'on fait du bon travail. Voilà, alhamdoulilah, tant mieux. Merci beaucoup pour votre venue ce matin sur notre plateau et expliquer surtout comment vous travaillez sur le terrain pour faciliter surtout la circulation aux automobilistes et la population. Bon courage pour que la suite, parce que vous continuez tous les jours à travailler sur le terrain. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. On se reverra. Bonne rentrée à vous également pour cette année 2025-2026. La rentrée sociale, c'est très important. Aujourd'hui, c'est la rentrée universitaire également. Nous allons aussi y revenir à travers nos différentes émissions. On continue notre programme. Je vous invite tout de suite à suivre ce petit reportage. C'est Lamia Bodbouda, notre journaliste, qui l'a réalisé. La rentrée, c'était donc hier. Eh bien, on a pu rencontrer un petit garçon et sa petite sœur qui s'apprêtaient à faire leur rentrée. On est allé chez eux. Regardez, on se retrouve juste après. À la veille de la rentrée scolaire, l'excitation se mêle à la curiosité. Chez la famille Hafri, 2 enfants se préparent pour ce grand jour. Racine, 5 ans, c'est sa première entrée en préscolaire. Sa sœur Baya, 7 ans, elle est déjà un peu plus expérimentée. Elle entame sa 2e année de primaire. Entre rire et complicité et sous la houlette de leur maman, chacun s'applique à préparer son sac pour demain. Je range mes affaires. Et t'es contente de retrouver demain tes copines et ta maîtresse? T'es contente pour la rentrée demain? Oui. Très contente. Ou un peu? Très contente. Tu vas retrouver tes copines? Qui aimerais-tu revoir demain? Nélia. Tu t'appelles comment? Racine. Racine. Tu es contente de rentrer demain à l'école? Oui. Ce stylo de l'appeler. Il te plaît? Il y a une étiquette dessus. Pourquoi? باش ما يسرقوهاش les enfants. Tu as acheté de quoi? La trousse à l'espace. La trousse à l'espace, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse? C'est quoi? C'est une gomme? C'est quoi? Une colle. C'est quoi encore? Montre-moi, montre à Tata. C'est quoi ça? Stylo. Et? C'est quoi ça? C'est la gomme, maman. C'est la gomme. D'accord. Docteur. Pourquoi? Pourquoi ce métier? Baya, dis-moi. باش نداوي الناس. C'est bien. طيارة. Sur Yara? Oui. À leur côté, les parents accompagnent ce moment important. Vérifier les listes, écrire les noms sur les cahiers et étiqueter les affaires. Autant de gestes simples mais chargés d'émotions. Ils ont passé des bonnes vacances, راحوا la plage, خرجوا et tout. Et maintenant, on est en train de préparer la rentrée, les affaires scolaires, on étiquette les affaires, les fournitures. Voilà, ils sont excités, je suis tellement fière d'eux. فرحت بزاف كي شفتهم excités هكا ويفرحوا بلا rentrée scolaire. Baya et Racine ont tenu à nous montrer leurs vêtements déjà prêts. Racine est en admiration devant ses nouvelles baskets. أنا نقرأ
وهنا تقريني ماما ايه وفوالا ما توني لا تلبسوا اليونيفورم à l'école نلبسوا اليونيفورم ايه ولا غاب أملك حوايج تاوعي ايه واش تاني هذا والشخص c'est quoi encore والطابلية. À quelques heures de la rentrée, la maison s'apaise, cartable et vêtements prêts. Demain, une nouvelle page s'écrira pour Beya et Rassim et des milliers d'écoliers à travers le pays. Bonne rentrée, les enfants! Voilà, bonne rentrée à tous ces enfants qui étaient heureux, en tout cas de reprendre l'école, et pour la première fois aussi, ceux qui rentrent pour la première fois, qui font comme leurs frères et sœurs, ou carrément qui rentrent pour la première fois. Ils sont toujours contents d'avoir de nouveaux cartables, des affaires scolaires et de nouveaux habits, n'est-ce pas? Samira est là, Yazid est là. Bonjour Samira. Bonjour Amel. Comment vas-tu? Très très bien, alhamdoulilah. Très très bien. Là encore, ça rappelle des souvenirs. Hein? Bien sûr. La nouvelle robe, la petite robe. Pour la trousse, Ouais. et puis les kikinettes, les pinces. Yazid, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, oui, ça se passe Dans bien. quelques temps, ça sera le tour de Dassine, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Et elle est déjà à la crèche. Ouais, elle est déjà à la crèche. Elle Elle aura les abeilles, oui. son cartable. Elle sera toute contente de partir faire ses classes aussi. Ah oui, elle est vraiment... Vraiment difficile. Elle est pressée, elle est pressée. Tout à fait. Bon, on va commencer avec vous, Samira. On va parler du patrimoine arabe. Arabe, c'est ça patrimoine culturel, historique, matériel et immatériel. Alors revenir surtout sur un événement qui a eu lieu ce week-end. On a un jingle, non? Tout à fait. Si, si. On y va. Juste après ça, on en parle. Samira, pressée de nous donner tous les détails. informations. Elle va bien sûr nous parler donc de cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi dernier en fait. Une belle rencontre. Exactement. Alors, une belle rencontre, ça s'est passé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. C'est à l'initiative du ministère de la Culture, mais aussi de l'organisation Alexo. En fait, c'est l'organisation qui s'occupe du patrimoine, entre autres, du patrimoine culturel arabe. Ça s'est passé au Palais de la Culture. Ça s'est passé sur 2 jours. C'était des conférences. Il y a eu aussi un hommage. Et l'objectif, c'était de... Alors, ce qui est intéressant à rappeler déjà, c'est que l'Algérie a été choisie comme première étape d'un programme de sauvegarde, de protection du patrimoine dans le monde arabe, mais pas que, parce qu'il va y avoir des conférences, des discussions, enfin des choses comme ça, des workshops, des forums pour la protection, la conservation et aussi peut-être tirer la sonnette d'alarme sur ce qui se passe dans le monde arabe lorsqu'il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe pour le patrimoine. Ça a été le cas pour l'Irak par exemple, parce que l'Irak c'est en Asie. Mais bon, c'est aussi du patrimoine qui est détruit pendant des bombardements, des guerres. La Palestine. En ce moment, tout à fait. Nous, pendant la colonisation donc française, on a subi des dommages par rapport à la culture, au patrimoine, que ce soit un patrimoine immatériel, donc, ou un patrimoine, je veux dire, des monuments, des objets du patrimoine qui sont volés, détournés aussi. Quand on sait que, par exemple, la basse Casbah, là où il y a la place des martyrs aujourd'hui, on a le palais de Janina qui a été détruit, il y a des dizaines de mosquées qui ont été détruites, il y a tout le quartier qui va de Bab el-Oued à Bab al-Zoun qui a été détruit pour construire, j'ai envie de dire, presque n'importe quoi. Une place, une grande place, où il y avait une statue avant d'un général français. Et aujourd'hui, bon, on est obligé, mais ce qu'il y a en bas, c'est 7 siècles d'histoire. Tout à fait, il faut respecter. Oui, bien sûr. Donc, il y a donc des chercheurs, il y a donc des spécialistes, des experts qui travaillent, qui sont venus de plusieurs pays, la Tunisie, la Libye, les gens d'Alexo, voilà. Il y a eu un hommage qui a été rendu à Mounir Bouchnari. Nous, on l'aime beaucoup, Mounir Bouchnari. Toute sa vie, toute sa carrière, il l'a dédiée à la protection du patrimoine. Il a commencé par chercher Yazidi Al-Foutri. Archéologue. Voilà, archéologue, bien sûr. Je le connais parce que, en fait, son frère était l'autre directeur d'école. D'accord, oui. Ah ben voilà.
Mohamed Bouchnaki, qui était directeur d'école, lui. Voilà, donc c'est un hommage qui lui a été rendu. Monsieur Bouchnaki travaille toujours, c'est un professeur, c'est un archéologue, c'est quelqu'un qui a travaillé et qui défend le patrimoine, donc aussi bien algérien, donc dans une représentation mondiale, et aussi internationale. Il intervient dans des conférences, exactement. Il l'a notamment fait pour l'Irak, il l'a fait pour le Liban, pour la Syrie. La Syrie aussi a été énormément touchée par le Liban. Oui, c'est vrai. Succession de guerre, il y a du patrimoine qui est détruit. Voilà. Donc, peut-être rappeler que le directeur qui est venu d'Alexo, c'est Hamid El Noufeli. Et donc, à l'issue c'est quoi l'objectif? Qu'Alger soit la première escale de cette action qui va être suivie par beaucoup d'autres rendez-vous, comme le Forum des Opéras qui va avoir lieu donc, le 14 et le 15 octobre. Ça va se passer à Alger, principalement à Alger. Le colloque arabe sur le patrimoine immatériel inscrit sur la liste de l'UNESCO. Et puis le Forum des découvertes archéologiques. Alors, le colloque arabe sur le patrimoine immatériel, c'est novembre. Et puis en décembre, on a une date jusqu'à la fin de l'année concernant cette action. Je voulais rappeler aussi par rapport à ce qui s'est passé en Palestine, à Gaza précisément, où l'UNESCO en fait a répertorié en fait presque une centaine de monuments, 75 pour être précise, entre mosquées comme la mosquée de Ramaria, comme le quartier de la mosquée, donc la Maria, l'église de Sainte-Porphyre aussi. Alors, ils ont Raza a un patrimoine qui remonte à l'Antiquité, à l'âge de bronze. Donc, tout ça a été détruit. Oui, il y a eu la grande mosquée de Gaza aussi qui a été détruite. Il y a eu de graves dégâts. Alors, comment l'UNESCO a réussi à le savoir? C'est à partir d'images satellites. Donc, les monuments, ils étaient localisés bien avant le bombardement de la destruction, de Raza, qui se passe à Raza. Donc ils avaient déjà des points. Donc ils ne sont pas en capacité de pouvoir. Et puis les gens sur place ont signalé. Voilà, ont signalé. Il y a les photos qui ont circulé aussi sur. Voilà. Donc on va dire c'est une la population n'a pas été épargnée. Quoi d'autre? Quoi dire de ces monuments aussi? Il y a eu le monastère de Saint-Hilarion aussi qui a été détruit. Enfin voilà, il y a. C'est une perte pour l'humanité également. Pour les Palestiniens, pour leur histoire, et puis rappeler que comme nous l'avons vécu, c'est une question d'effacement d'identité. Donc celui qui bombarde, celui qui colonise, celui qui détruit, c'est pour d'abord détruire, les effacer de l'histoire de l'humanité. Ça fait partie des crimes coloniaux. Des crimes coloniaux et des crimes contre l'humanité. Tout à fait. Et puis effacer la trace. Le temps va passer. Dans 100 ans, s'il n'y a plus de traces de l'histoire de Raza va disparaître de la mémoire. Et en fait, ce genre d'activité, ce genre d'action, l'UNESCO comme l'Alexo, comme beaucoup d'autres organisations, travaillent à maintenir. C'est une force. Bien sûr. Justement, de dénoncer, pouvoir dénoncer. Face à ce processus de déshumanisation, au-delà du drame. Face à ce processus, il y a quand même un sursaut de l'humanité en faveur de la Palestine. Bien sûr, heureusement. La reconnaissance de l'État. Il est pratiquement mondial, mais encore une fois, dans une impunité complètement, on ne comprend pas. Voilà, total. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Il va y avoir un partage d'expériences, il va y avoir une confrontation des savoir-faire. Et puis rappeler aussi que c'était en juillet, Alexo a choisi Meliana comme ville, et en fait elle a été classée, inscrite au patrimoine d'Alexo pour son architecture, surtout le vieux quartier, et son histoire. Voilà. Et rappeler aussi que l'Algérie est partie prenante, alors activement ou effectivement, sur des dossiers sur les jeux traditionnels. Donc arabes, nous en avons dans les Il y a eu ce festival de jeux arabes dans le sud qui a été donc mené souvent, on en avait parlé, Yazid, souvent les jeux du Sud aussi qui sont très riches. Voilà, et celui de la poterie artisanale. Donc c'est des dossiers qui vont être inscrits. Donc avec l'Algérie partage ça avec beaucoup de pays, notamment des pays arabes. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités, beaucoup de choses à découvrir. Et heureusement, donc l'Algérie a un riche patrimoine également. Donc c'est un beau partage qui va permettre aussi de protéger encore une fois
et notre patrimoine et le patrimoine, arabe et mondial notamment pour la thématique de cette première escale, donc l'Algérie pionnière, c'est surtout le patrimoine dans les conflits armés. Donc la protection du patrimoine dans les conflits armés, ce qui est très important. Voilà, parce qu'il y a aussi du pillage. Donc il y a de la destruction. Je l'ai dit tout à l'heure, du pillage. Voilà. Et là, encore une fois, les douanes doivent jouer leur rôle. On en a parlé une fois, on avait fait toute une thématique autour donc, de la formation des équipes douanières pour essayer d'éviter les pillages dans la police, les militaires, tout le corps constitué, surtout parce que ça passe par les douanes, ça passe par les frontières. Et ce genre d'activité permet d'abord de répertorier voilà, le patrimoine, faire l'inventaire. Il y a des actions citoyennes ou des citoyens pour dénoncer. Dénoncent, et puis un travail de documentation aussi. Oui, non, je voulais dire qu'il y a des citoyens qui eux-mêmes doivent dénoncer. Protègent. Non seulement dénoncer, mais quand ils trouvent des pièces, ils les restituent au musée, etc. Donc il y a quand même des citoyens. C'est un travail, bien sûr, la société civile est très sensibilisée sur la question de la culture et du patrimoine. Tout à fait. C'est un travail qui a été fait au sein des associations, avec les instances bien sûr concernées et auprès des associations de chaque wilaya. Ça, c'est très important de le dire. Eh bien, merci beaucoup, Samira. Merci beaucoup. Voilà. On reviendra sur les prochains événements, donc les forums qui sont organisés à l'occasion de cette bel événement. Très bien. Parfait. Parfait, merci beaucoup pour cette actualité. On va passer à Yazid, on va parler tout de suite donc de sa rubrique So et surtout une actualité riche en culture. C'est tout de suite. Yazid? Oui, donc So, pour dire que nous allons parler cinéma, puisque Annaba sera la capitale du cinéma méditerranéen du 24 au 30. Septembre, et il y aura un hommage particulier à Mohamed Lakhdar Hamina, où il y aura 17 critiques cinéma ont élaboré un livre en hommage à cette icône du cinéma algérien. Et par rapport à ce grand festival du cinéma méditerranéen, donc il y aura avant-hier, il y a eu une conférence de presse animée par le commissaire du festival, Mohamed Allel. Et donc, il y a beaucoup de films très, très intéressants. Donc, il y aura, je pense, des sélections par rapport aux films documentaires, aux fictions, aux courts-métrages. Et la spécialité de cette année, c'est l'IA. Donc, il y a un prix du jury pour l'IA, et puis un prix en hommage à Lakhdar Hamina. Lakhdar Hamina. Et puis il y a une tradition, c'est la 5e édition du festival, c'est Ammar Laskri, le grand réalisateur, Moujahid Ammar Laskri. Et puis il y aura beaucoup de... Cette année sera dédiée à l'Espagne, en fait, c'est un hommage à l'Espagne. C'est pour... c'est un hommage particulier au peuple espagnol et à l'Espagne pour sa tradition humaniste et pour ses positions courageuses, notamment en ce qui concerne le Sahara occidental, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Palestine. Et ça, on le voit dans tous les jours, cette position. C'est vrai, il y a beaucoup de comédiens de nationalité espagnole qui prennent position. Et pas que espagnols, toute nationalité. Il y a la directrice artistique qui est dans le jury, Maria Palma Revolta. Il y a en fait beaucoup dans le membre du jury, il y a des Espagnols, il y a de la Géorgie, il y a de la Turquie, il y a Zindine Soualem en Algérie. En fait, là, on voit les 20 critiques cinéma qui sont issus de 17 pays qui ont carrément dédié un livre en hommage à Lakhdar Hamina. On vient de voir l'image. Et j'ai dit qu'il y aura aussi un hommage particulier à Ammar Laskri. Et puis, il y aura
Il y aura des masterclass aussi, donc il y a toujours cette tradition de masterclass pour former, et ça se passe donc... C'est un échange en tout cas, c'est une occasion de permettre à tous ces participants de parler cinéma, d'échanger entre les différentes cultures aussi, et c'est un plus. Et c'est souvent pour révéler aussi des vocations, voilà. Parce qu'il y a des petits jeunes, beaucoup, qui talentueux. Au workshop, il y a le Hanab aussi, il y a la compétition. Et donc, souvent, on découvre des talents comme ça, au hasard. Et puis, c'est un espace d'échange cinématographique méditerranéen. Absolument. Là-bas, c'est la Méditerranée. Et on reste toujours dans le domaine cinéma, puisqu'il y a la revue Cinémathèque, donc, du mois de septembre. Et parmi les dossiers, c'est Cinéma et mémoire, et les horizons couvrent aujourd'hui l'IA pour le cinéma. Et demain, à la Cinémathèque, il y a une conférence également sur les opportunités qu'offre l'IA pour le cinéma avec Kebish, donc qui est en fait l'initiateur de cet événement et de ce forum, ce débat sur ce qu'offre aujourd'hui l'intelligence artificielle pour le cinéma en matière de storytelling, en matière de décor, en matière de jeux comiques. Donc il y a beaucoup d'opportunités qu'offre aujourd'hui l'IA pour rattraper un peu le retard. Parce que l'IA n'est pas, comment dirais-je, j'avais lu hier une expression, c'est que l'IA offre tout, elle va bientôt dépasser l'humain. Ouais, elle va pas dépasser l'humain. Presque. Mais comme on dit, elle donne. Elle donne, et c'est partout. Elle donne, voilà. Voilà, on l'utilise un petit peu partout aujourd'hui et ça facilite énormément de choses. Et peut-être que, bon, c'est vrai que c'est à double tranchant, mais il faut savoir la prendre à bonne dose. C'est l'éternelle question entre l'homme et la machine, en fait. C'est ça. Voilà, il faut savoir l'utiliser. Il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, moi, je trouve la plus grande révolution, c'est la ministre, donc l'IA ministre en Albanie. C'est ça, là, c'est Delia. Ils ont nommé, Edi Rama, le Premier ministre, a nommé une IA comme... oh là là, ça c'est dur. Et elle a tous les marchés, en fait, économiques du pays. Oui, mais ça, c'est une révolution. C'est un peu insolite et en même temps... c'est une manière de faire participer ces nouvelles opportunités pour la gouvernance. Mais ça reste ça sort un de point, l'ordinaire. Voilà, un point peut-être qui diverge par rapport à d'autres, n'est-ce pas? Oui, et puis également, il y a à partir du 1er au 5 octobre le festival de la bande dessinée internationale de la bande. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes. Et cette année, il est dédié à l'enfant. Donc, donc il y aura plus de cosplay, plus de gaming, parce que en fait, c'est ça. C'est ça qui prend. Mais les jeunes adorent. Oui. Ils se rencontrent, il y a des rencontres où ils se mettent à dessiner, il y a des ateliers également. Ça permet de découvrir des vocations, comme le disait tout à l'heure Samira. Ça a été aussi... En fait, quand on se dirige vers les stands de Fibda à Riyad el-Fath, les stands, l'affluence record, c'est au niveau des gaming et du cosplay. Et je pense que cette année, c'est pour ça qu'ils ont dédié ce festival à l'enfance, parce qu'il est accro des nouvelles technologies en matière de gaming, en matière de jeux vidéo, en matière de manga et également en matière de déguisement, de cosplay. Moi, je trouve magnifique. Ouais. Alors, les déguisements, il faut savoir que les déguisements doivent être faits par les jeunes cosplayers eux-mêmes, pour pouvoir avoir bien sûr un prix. Et ça doit être fait entièrement par les cosplayers. Ils sont très beaux. Il ne faut pas faire appel à un costumier ou quelque chose. À un professionnel, en fait. Voilà, un professionnel. Donc la fabrication des armes, parce que bon, ce sont leurs personnages préférés. Et même après, il y a le maquillage, tous les costumes, les accessoires, tout ça. Il faut être passionné pour ça. Il faut être passionné, tout à fait. Très beau, la vérité. Et alors, spécial, mais très beau. Quel est ton cosplay le plus... est-ce que tu as un
un cosplay particulier? Est-ce que tu as un déguisement comme ça de pirate ou de reine? C'est un pirate. Sandy Bell. De reine. Parce qu'il y a des pirates en fait, on les voit. À notre époque, un prince, un roi, charmant. À notre époque, il y avait Goldorak Glindaisa, il y avait Sandy Bell. Sandy Bell, exact. Voilà, il n'y avait pas trop de quand même de personnages de science-fiction. Maintenant, il y a aussi des cosplays oui, même il y a quelqu'un qui se déguise. Carrément qui se déguise en Émir Abdelkader. Par exemple. Il y a, bien sûr. Ils prennent des personnages historiques. Raïs Hamidou, par exemple. Raïs Hamidou, donc il y a quand même des personnages historiques, etc. Et tout. Un corset. Et voilà, et j'avais vu hier sur les réseaux sociaux aussi la rentrée culturelle. La rentrée culturelle et la Maison de la Culture Hassan El-Hassani de Médéa lance déjà un appel pour les jeunes, pour les enfants, pour adhérer aux différents ateliers du Centre culturel Hassan El-Hassani en matière de musique, de solfège, de théâtre, des arts plastiques et de toutes les activités ludiques et artistiques. Donc, la rentrée sociale, c'est aussi la rentrée culturelle. Chapeau pour la Maison de la Culture Hassan El-Hassani de Médéa, qui vont vers les jeunes, les enfants, les jeunes, pour les amener à adhérer. C'est là où il y a le Festival du Rire également. C'est fort, c'est aussi un rendez-vous qu'on attend régulièrement chaque année. Voilà. Oui, ils ont le festival de la calligraphie aussi, international de la calligraphie. Oui, c'est un vivier d'artistes et d'écrivains et d'auteurs et de poètes. Il y a même une grande sommité qui a fait le théâtre, qui a fait le socle du théâtre shakespearien, c'est Farah, qui est un grand metteur en scène, etc. Et puis Hassan El-Hassani. Évidemment. Boubagra. Allah yarhamou. Et puis j'ai une pensée aussi pour les Palestiniens. Et j'avais vu sur une page Facebook du forum des artistes peintres de la diaspora, deux belles œuvres artistiques, et je voulais juste la partager avec les téléspectateurs pour voir comment les Palestiniens qui sont aussi au niveau de la diaspora participent à leur manière aussi pour donner un coup de main et pour solidariser avec le peuple palestinien et pour dire qu'on est là et on existe et on a une culture qui... Faire rayonner la culture palestinienne à travers le monde. Oui, il y a un ancrage de cette culture palestinienne à travers le monde. Il y a donc deux... D'ailleurs, vous aviez assisté à un beau spectacle, puisqu'on va en parler dans un moment, le festival de danse contemporaine, hymne à la Palestine également. Vous avez assisté à un beau spectacle palestinien. Oui, j'ai assisté donc à l'ouverture du festival international de la danse contemporaine à une très belle chorégraphie. Au théâtre Mahidine Bachtazi. Oui, au théâtre Mahidine Bachtazi, une très belle chorégraphie. Et vraiment des élans de liberté qui sont un clin d'œil à cette Palestine éternelle. Qui souffre et qui est là et qui est éternelle et qui restera. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais vous déclamer un poème sur la Palestine. تبخرت أحلام الخبز والزيت وغدت كوابيس في ليالي القنص اشرأبت لجرعة ونامت للأبد والرمق يبحث صاغا أو صاغين هرعوا للمغارة درءا وحصنا مواخير السماء استبسلت في المكر في الهوان باستدراج البرعم لنيل علبة حليب فطيرة أو لابتسامة الغبن الكل يجري ويبكي فالملاك في السؤدد والجبان في دهاليز الخزي الأرض استوت لتعوي فالطفل استأنس بمحاكي الغاب ولاذ بالفرار من ويلات الإنسان الأبيض من جحيم الأرض من وجود الشعب الشغب والشهب من صمت الكل
في وضوح الجرم. Voilà. Donc c'est une pensée au peuple palestinien et puis une dénonciation de cette impunité de l'entité sioniste et la Palestine vivra. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, vous avez donc voulu rendre hommage à la Palestine à votre manière, à travers cette poésie, à travers aussi les spectacles qui sont menés un petit peu partout à travers le monde, les acteurs aussi, les comédiens qui prennent position clairement aujourd'hui pour défendre la Palestine, notamment Gaza qui souffre, les enfants qui sont les premières cibles aussi, et les mamans, les familles innocentes sont des victimes aujourd'hui qui sont à dénombrer. Hein. On n'arrête pas continuellement. Le corps médical également. Plus de 200 journalistes qui ont été assassinés pendant qu'ils travaillaient. Enfin voilà, il y a les personnes âgées. Il y a... C'est ça. Et que les médias fassent leur travail de dénonciation à travers donc, les différentes chaînes de télévision à travers le monde. Relater l'information, sa justesse et sa vérité. Tout à fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci Samira, on se retrouvera dès... vendredi. Oui, Inch'Allah, vendredi, pour parler encore une fois donc, de patrimoine. Peut-être de Nodroma et des Trara. Voilà. Un dossier qui, qui a été inscrit à l'UNESCO. Très bien. De toute la région en fait. De toute la région. Merci beaucoup Samira, excellente journée à toi. Yazid, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, rentrée scolaire à travers donc, la culture. On va en parler dans un moment avec notre invité. Mais avant, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Hicham Daou qui nous fait découvrir les savants de Béjaïa. On se retrouve juste après. Durant la période médiévale, Béjaïa a été un véritable foyer de savoir et de culture, attirant de nombreux savants qui ont laissé une empreinte marquante dans divers domaines tels que la philosophie, les sciences, la médecine et la poésie. Cette zaouia existait au XVe siècle et ce nom revient au nom du Cheikh Sidi Touati qui était là, qui était un wali salah et il était un grand savant. Durant cette époque-là, l'amiral ottoman Piri Reis avec son oncle Kamal Reis, ils sont venus ici à Béjaïa où ils ont hiverné 2 ans dans l'institut des Sidi Touati. L'amiral Piri Reis a donné vraiment des précisions dans son livre Kitab al-Bahri sur le saint Touati. Il a donné des informations très précises sur la ville de Béjaïa. Donc comment il faisait? Il côtoyait les captifs espagnols et les captifs portugais et il y avait certains qui faisaient partie de l'expédition de Christophe Colomb. De là, il a pu avoir des informations pour établir ses cartes et son fameux livre, une grande œuvre, Kitab al-Bahri. Et Piri Reis a assisté à l'agression de Béjaïa par les Espagnols. Béjaïa était également connu pour ses universités et ses écoles, où de jeunes érudits étudiaient diverses disciplines. Nous sommes au quartier Sidi Wali, à côté du musée de géologie, et vous êtes ici dans un espace qui s'appelle Espace Ibn Raqam, la placette Ibn Raqam. Pourquoi Ibn Raqam? Parce que Ibn Raqam est un éminent astronome andalou de Béjaïa. Il est mort en 1315, mais il était ici à la fin donc du XIIIe siècle et il a réalisé ici à Béjaïa des tables astronomiques qui sont mondialement connues. Ces tables servent à déterminer par exemple l'horaire de la prière, le début du mois de Ramadan, etc. Et vous voyez ici, donc, puisque Ibn Raqam est un éminent donc, astronome, nous avons ici conçu ce cadran solaire horizontal qui permet donc à des scolaires de venir ici et de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Béjaïa a longtemps été un centre intellectuel et culturel notable, surtout durant le Moyen-Âge. Les savants et intellectuels qui y ont résidé ont eu un impact significatif sur son histoire.
Voilà, des savants et chercheurs donc, de la région de Béjaïa. On a eu l'occasion d'en parler avec Grieg Hassan qui à chaque fois nous disait que Béjaïa était une plaque tournante qui accueillait bon nombre de savants de par le monde et qui passaient par Béjaïa. Et nous en avons des savants qui sont sortis aussi de Béjaïa. Eh bien, nous allons continuer à parler de culture puisqu'avec Yazid on a commencé à le faire. Là, nous allons nous intéresser au festival, à la 13e édition du Festival international de danse contemporaine. Et pour nous en parler, nous avons la coordinatrice de ce festival. Il s'agit de Sabrina Natouri. Bonjour Sabrina. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Ça faisait longtemps, on avait l'habitude de vous recevoir assez souvent pour des rencontres culturelles. Oui. Vous êtes la coordinatrice de ce bel événement qui a débuté le 18, n'est-ce pas, de ce mois. Et aujourd'hui, on est à la fin. Déjà? Déjà, oui, ça passe vite avec presque une année de préparation. Oui. Et depuis le 7 septembre, on travaille sur... on a commencé avec les masterclass qui ont débuté le 7 septembre, encadrés par deux chorégraphes algériens, Madame Nemous qui est le commissaire du festival et Qaddar Noddin. Ensuite, avec l'arrivée du Palestinien Mohamed Dib qui a commencé ses masterclass à partir du 22 septembre. Et vous me disiez qu'il y avait eu énormément de succès pour ces masterclass. Un monde qui était au rendez-vous, ces jeunes qui étaient au rendez-vous, ils étaient nombreux. Nombreux qui venaient de plusieurs wilayas. Parce qu'après aussi, à partir du 15, on a commencé des masterclass avec des experts étrangers, à savoir la Russie, le Tchèque et le Sénégal. C'est encore une belle rencontre entre les jeunes qui sont amoureux de cette forme de danse, c'est la danse contemporaine. On les voit comment ils dansent, comment ils s'acharnent pour apprendre, et comme le thème cette année, c'est hymne à la paix, la Palestine, c'est le pays à l'honneur, alors c'est tout le monde qui a dansé Palestine. Tout à fait, puisque la journée mondiale de la paix, c'est le 21, donc c'est une journée marquée, célébrée partout à travers le monde, et cette année, ça coïncidait avec cette journée. Donc forcément, le festival et le commissariat du festival a dû décréter cela pour rendre hommage aussi à la Palestine en quelque sorte, puisque ça a été l'ouverture, ça va être aussi le cas pour la clôture. Pour la clôture, l'ouverture, c'était un spectacle intitulé Au Gaza, qui a fait participer plein d'artistes algériens. Et à la clôture, il y aura aussi une surprise, la finale qui sera dédiée toujours au peuple palestinien, et ça sera la participation de tous les festivaliers, que ce soit algériens ou étrangers. On va trouver par exemple des Chinois ou des Russes qui vont danser la debka palestinienne. Ouais, c'est dur quand même. C'est dur. Ils vont devoir travailler pour pouvoir la réaliser et surtout la sentir aussi. Et la sentir. Ils vont la sentir aussi. Tout à fait. Alors parlez-nous un petit peu de la participation. Vous me disiez, il y avait donc 8 nations. 8 nations, la Russie, la Chine, l'Italie, l'Espagne, le Tchèque, Sénégal, la Syrie, et bien sûr une forte participation des Algériens. Avec les wilayas aussi. Les wilayas, bien sûr, qui venaient de Tizi Ouzou, d'Annaba, Oran. Des troupes, des compagnies. C'est des jeunes qui, moi je considère, comme je suis tout le temps, plutôt depuis la création du festival, c'est des jeunes qui ont grandi avec le festival. C'est leur rendez-vous annuel. À chaque fois, ils attendent ce rendez-vous avec impatience. Avec impatience. Ils ont commencé des jeunes indépendants et là, ils s'organisent genre de compagnie. Alors, comme j'ai dit, il y avait Tizi Ouzou, Annaba, Oran, Tizi Ouzou, Ain Defla et Alger aussi, avec le ballet de l'opéra et d'autres compagnies algériennes telles que l'établissement Agriculture, le groupe de Faiza Waman. C'est des danseurs qui
On est vraiment content de les avoir avec nous. Et de les retrouver aussi. De les retrouver, oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs formes d'expression corporelle. C'est ça, la danse contemporaine, c'est pouvoir s'exprimer avec son corps et pouvoir faire passer un message malgré tout. On sait que Madame Namouz, qui est la commissaire générale donc, de ce festival, est de formation classique. Aujourd'hui, elle travaille avec des danseurs de danse contemporaine. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formations, plusieurs formes aussi de danse. Oui, parce que la danse contemporaine, c'est l'expression corporelle libre. Le danseur va s'éloigner de sa technicité, que ce soit en danse classique ou sa préservation du patrimoine avec les danses folkloriques. Tout à fait. Il a toute la liberté de s'exprimer, mais en lançant toujours un message. Et cette année, le message, c'était on danse pour la paix. Tout à fait. Alors, notre message à travers la danse folklorique est bien passé à l'international. Hein. Souvent, on a été repris à travers les danses populaires algériennes. Oui, bien sûr. C'est vraiment une mosaïque de danse et riche, bien sûr. Elle est... Que ce soit exécuté par les hommes ou exécuté par la femme. Bien sûr. On sent vraiment la diversité culturelle à travers la gestuelle, à travers le costume, le maquillage, l'accessoire. Déjà, pas mal de groupes de danse contemporaine aux danseurs pour montrer qu'ils sont fiers de leur identité algérienne. Même en dansant le contemporain, ils font toujours une touche folklorique. Parfois à travers le costume, à travers l'accessoire, parfois à travers, on ne dit pas... c'est pas le corps, c'est la liberté, mais il y a toujours la touche algérienne. C'est comme l'espagnol qui danse du contemporain, mais après, elle dérive à peu près vers le flamenco, ou les Russes qui dansent contemporain, mais avec une touche classique. C'est un peu, on voit toujours la fierté de l'identité. Voilà, et l'identité de chaque pays, chaque nation qui veut revendiquer haut et fort, bien sûr, son appartenance. Hein, et surtout, le patrimoine qu'il défend. Parce que chaque danse a un message finalement, que ce soit dans les danses folkloriques du sud algérien, les Touaregs à travers cette danse qu'ils ont si bien représentée pour la bataille de l'eau, etc. Et les gens donc des hauts plateaux également. Chacun sa façon de revendiquer un message ou une histoire. Une histoire. Comme j'ai eu toujours l'occasion d'être avec vous en parlant du ballet national algérien à travers ses participations nationales ou internationales avec leur répertoire du danse folklorique. Et je pense que chaque danse a une histoire, a un objectif. Et notre objectif, je pense l'objectif principal, c'est de la préservation du patrimoine tel qu'il est. C'est vrai que vous parliez du ballet national, on se rappelle toujours de cette figure, surtout classique, qui était donc Farha Ouzahoua aussi. Farha Ouzahoua, oui, bien sûr. Tout le monde fredonnait toujours, aimait voir ce beau tableau, parce que ce sont des tableaux. Alors, on connaît aussi l'importance du costume dans la danse folklorique, dans la danse contemporaine également. Oui. Il y a toute une équipe qui travaille sur cela. Il y a toute une équipe, bien sûr. On commence par le chorégraphe qui donne parce que c'est un travail de recherche avant tout, qui donne sa vision, et il est toujours accompagné par un scénographe qui fait l'exécution avec toute une équipe, à savoir le couturier, le costumier, l'habilleur et le danseur aussi. Parfois le danseur, tu lui proposes un costume, il ne le sent pas. On peut même laisser un peu de liberté au danseur de mettre sa touche, parce que l'artiste, il est artiste. Et pouvoir aussi être à l'aise dans un costume qui va lui permettre de s'exécuter, exécuter des formes aussi donc acrobatiques quelquefois. Hein, donc il faut qu'il soit à l'aise dans son costume. À travers les couleurs. Alors parlez-nous de cette soirée donc aujourd'hui à partir de 19h au niveau donc du théâtre Mahidine Bachtarzi. Il va y avoir la dernière représentation et là il y aura une belle surprise, un medley en fait de différentes compagnies. Aujourd'hui il y a l'Algérie qui va être présente avec un groupe, un mélange de groupes d'Alger, d'Oran et après suivi de l'Italie.
Et comme je vous ai dit, les masterclass, ils ont connu vraiment une forte participation des jeunes Algériens. Alors il y aura un spectacle d'enchaînement de tableaux conçu par les différents experts Russie, Tchèque et Sénégal. On va danser contemporain, mais je pense que c'est avec une touche classique, africaine et aussi tchèque. Et à la fin, il y aura, comme je vous ai dit, un tableau en l'honneur de Palestine. Ça sera tout le monde qui va danser Palestine. Ils vont danser pour la paix. D'accord. Alors en marge, vous me disiez, il y a donc ces masterclass qui ont été un véritable succès. Ça a commencé le 7. Donc depuis le 7, les masterclass font foule. Oui, c'est tous les jours, ils ne s'arrêtent pas. Même, par exemple, les danseurs qui ont spectacle en soirée, mais les matinées, toujours, ils profitent des masterclass. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait durant ces masterclass? Est-ce que ce sont des cours de chorégraphie? C'est quoi, finalement? Commençons par des cours techniques pour la mise en forme des danseurs. Et après, comme nos chorégraphes, nos experts, ils savent qu'on va danser autour de la paix, autour de messages. Alors, ils ont choisi des différents thèmes, mais quand on va ce soir, j'espère que vous serez parmi nous, vous allez voir la continuité ou bien le fil conducteur de ces 3 tableaux qui vont être clôturés par le final qui va être la debka. Alors j'imagine que pour réaliser la debka donc palestinienne, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Une chorégraphie qui doit être faite de manière coordonnée avec les danseurs. Parce que elle sera encadrée. En rythme. Le chorégraphe palestinien Mohamed Dib, qui travaille sur. Certes que peut-être ça ne sera pas la debka pure palestinienne, parce que un Russe ou un Chinois ou un Italien, c'est peu de temps. On peut dire que peut-être ça sera debka contemporain un petit peu. Voilà, par exemple. J'imagine que ça sera beau, Inch'Allah. Ça sera beau, Inch'Allah. Alors, on est en train de voir l'affiche, une belle affiche qui nous montre un petit peu toute la beauté, bien sûr, de cette rencontre. 13e édition déjà, 13e édition de ce Festival international de danse contemporaine. Et c'est aujourd'hui la dernière journée, en fait, la dernière soirée. Ça sera donc, j'espère que le public sera au rendez-vous. Et bien entendu, il pourra assister à cette belle surprise que vous venez donc de nous expliquer. Sinon, hommage à la Palestine, bien sûr, des costumes et surtout du travail, parce que c'est des heures de travail. Et sans oublier que nos chorégraphes sont aussi doués puisqu'ils ont déjà participé à des rencontres aussi internationales de danse contemporaine. Là encore une fois, il y a pas mal de danseurs qui sont découverts à travers le festival, les rencontres. Ils ont participé à des festivals dans différents pays. D'accord. Dans différents pays qui ont représenté l'Algérie. L'Algérie, bien sûr. Pour la danse contemporaine, pour la danse aussi folklorique qui pourrait ajouter un plus, rapporter un plus à la danse contemporaine. Oui, folklorique, on a énormément de participation, vraiment un palmarès très riche. Les différentes wilayas, par exemple, qui ont participé, vous avez cité Petit Zouzou, c'est celle qui a le plus peut-être de chorégraphes ou de danseurs. Tizi Ouzou. Je pense Tizi Ouzou, il y a toujours la Maison de la Culture Mouloud Mamri qui a des ateliers en danse folklorique, en danse contemporaine et en danse moderne. Alors c'est des jeunes qui adorent la danse et ils étaient toujours au rendez-vous du festival. D'accord. D'autres wilayas? Il y a aussi le théâtre d'Oran, ou bien l'association Djil El Jadid, qui est en collaboration avec le théâtre régional d'Oran, qui encourage la danse dans les théâtres, et je pense que c'est une première qui donne peut-être l'occasion à d'autres théâtres aussi d'abriter le festival, par exemple. Le festival ou la danse dans toutes ses formes, contemporaines, classiques ou folkloriques. Sinon, on a aussi Sidi Belabès. Sidi Belabès avec le jeune Mahjouba Adam qui a donné son spectacle hier. C'était vraiment beau.
je l'encourage. C'est un jeune talentueux qui est amoureux de cette... il s'exprime à sa manière. À travers son spectacle, il danse contemporain, mais on trouve toujours qu'il est fier de ses racines. Très bien, très bien. Et il a une belle histoire, le ballet de Sidi Bel Abbès. Donc, on connaît, ils étaient les pionniers en matière donc, de danse contemporaine. Ils accompagnaient les artistes à l'époque. Vous savez, j'ai une petite expérience quand j'étais commissaire du Festival international de danse populaire de Sidi Bel Abbès. Alors, une fois vous rentrez à Sidi Bel Abbès, tout le monde est artiste. Si ce n'est pas la musique, c'est la danse, et si ce n'est pas la danse, c'est l'art plastique. Vraiment, il y a le théâtre aussi. Il y a vraiment des jeunes chacun s'exprime à sa façon, mais on trouve vraiment beaucoup d'artistes à Sidi Bel Abbès. Exactement. Et puis bien d'autres wilayas également, ceux du sud aussi travaillent énormément, les Touaregs. Les Touaregs sur le chant, la danse. Espérons que l'année prochaine, Inch'Allah, on aura plus de wilayas qui vont prendre part. Oui, bien sûr. Peut-être même s'ils ne donnent pas de spectacle, mais ils seront présents au masterclass. Parce qu'au masterclass, cette année aussi, on a Saïda, Inti Mouchent, Mosra Ganem. On a quand même pas mal de jeunes. C'est ça. Alors, le déplacement s'est fait. C'est vrai que c'était à la veille de la rentrée sociale et la rentrée scolaire. Ça a été difficile peut-être pour certains qui vont être sur les bancs d'université, parce qu'aujourd'hui, c'est la rentrée universitaire. Donc, pour beaucoup, on continuer à participer au festival? Oui, je pense qu'ils vont pas rater. C'est clair. Parce qu'ils dansent vraiment avec amour et ils vont donner de la beauté sur scène. Très bien, très bien. En tout cas, vous avez pu voir un petit peu toutes les soirées. Donc, ça s'est passé comment par rapport à la première soirée? Il y avait beaucoup de monde? Oui, ça va. Parce que comme c'est le centre, on est au cœur du centre. Alors, je pense que le festival a fait plusieurs... avec les différentes éditions. Il a fait le Palais de la Culture, le TNA, mais avec l'ouverture de l'opéra, pour plusieurs éditions, on était à l'opéra. Mais là, le retour au centre, vraiment, je pense que le public algérois avait l'occasion hâte de se retrouver avec ce festival. Mais moi, je considère que vraiment, on avait un public raffiné et vraiment bien. Très bien. Ben, en tout cas, un dernier mot peut-être pour nous parler donc de cette rencontre, une belle rencontre encore une fois. Mon dernier mot, je remercie le ministère de la Culture qui accompagne tous les festivals depuis la création jusqu'à le jour J. Je remercie aussi le Théâtre National qui a vraiment ouvert les portes vraiment pleinement, le corps technique, tout le monde, et le directeur aussi. L'Opéra aussi qui est partenaire du festival depuis sa création. Bien sûr. Et je remercie les jeunes qui vraiment s'expriment. Je pense que c'est des jeunes, dès qu'ils sont sur scène, ils oublient tout. Exact, tout le reste. Ils sont là pour danser et pour faire sentir leur public, le partage. Et cette année, vraiment, je pense que l'artiste, comme le thème, il est l'hymne à la paix, l'artiste, il a essayé de partager les Palestiniens leur douleur. Et certes qu'ils ne vont pas changer, mais je pense qu'en dansant et en lançant des messages, ils disent qu'on est là pour la paix et, pour nous et pour le monde entier. Hommage à la Palestine également. En tout cas, merci beaucoup Sabrina Natouri. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice donc, de ce festival. On a toujours plaisir à vous recevoir pour nous parler donc, de ces événements qui se passent dans de bonnes conditions. On continuera ce soir peut-être avec la dernière soirée avec vous à partir de 19h au niveau donc, du théâtre Mahieddine Bachtarzi. Merci à vous et à très bientôt Inch'Allah. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission de notre compagnie. On se donnera donc rendez-vous dès vendredi pour notre part. Mais sinon, vous aurez l'occasion de suivre demain et après-demain les stations régionales de Constantine et d'Oran. Et puis quant à nous, on reviendra et jeudi, on n'oublie pas la station de Béchar. Et nous, on reviendra vendredi, samedi. Voilà, bonne journée à vous tous. Continuez à nous suivre sur Canal Algérie. À très bientôt. Merci beaucoup. على
نشهد للقبلة على راسي حاطط كوفية وندعي للمولى. مصر الرسول والأنبياء وأولى القبلة